On quitte la politique pour un tout autre sujet. Jérôme André, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler du virus du sida, mais notamment des populations dites invisibles. Vous avez organisé une conférence de presse ce matin pour justement mettre en avant ces fameuses populations. Et je vais d'abord commencer par un chiffre, 6100, voilà, il s'affiche. C'est le nombre de découvertes de séropositivité en France en 2011. Alors, on peut dire que le nombre de découvertes reste stable depuis 2008. Par contre, il avait quand même diminué entre 2004 et 2007. Ça veut dire qu'il y a une recrudescence, ça veut dire qu'il y a un relâchement, ça veut dire qu'il y a ces populations dites invisibles dont on va parler. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a un relâchement au niveau effectivement de la communauté homosexuelle. Cela dit, il est clair que le chiffre reste relativement stable. Et justement, avec le professeur Alain Sobel ce matin, l'enjeu c'était de se dire pourquoi ce chiffre reste stable malgré que les risques devraient être en diminution, puisque en théorie, les gens devraient avoir conscience que le virus du sida fait encore des morts et donc il n'est pas de bon ton d'être contaminé aujourd'hui. Alors, c'est peut-être la cause de ces populations dites invisibles, mais ça ne veut rien dire, population invisible. Si, ça veut dire beaucoup de choses, parce que effectivement, comme vous le savez, à Chef Prévention, on est quand même des spécialistes des populations invisibles, c'est-à-dire des gens qui ont une sexualité qu'ils cachent, qu'ils n'assument pas forcément. Alors, on a les fameux HSH, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, dont effectivement on est spécialiste et où on intervient. Peut-être pour expliquer clairement, oui. sont des hommes qui ont une vie hétérosexuelle et qui, pour des raisons Ce sont de bons pères de famille. Ah, ça, je ne sais pas s'ils sont bons pères de famille, mais en tout cas, c'est des hommes qui ont une vie. Voilà, c'est des hommes qui ont une vie hétérosexuelle et pour des raisons de fantasme, d'homosexualité cachée ou que sais-je, ont des relations ponctuelles avec des hommes. Ils sont hétérosexuels, pères de famille, mariés, femmes, enfants, le Renault Scénic, le siège auto à l'arrière. Mais effectivement, ils viennent. Pas de marque, hein. Ils viennent avoir donc des rapports sexuels avec d'autres hommes. Quand on les interroge, ils nous disent qu'ils sont hétérosexuels, qu'ils ont effectivement des aventures avec d'autres hommes, mais ils ne se sentent pas homosexuels. Pour eux, ça n'a rien à voir avec donc de l'homosexualité. Et clairement, ils viennent sur ces lieux pour consommer, entre guillemets, homosexuels, mais ils ne l'assument pas. Et du coup, à ces hommes-là, quand on leur parle de sida, ils veulent rien entendre. Alors, ils veulent rien entendre, ils ont du mal. Ils doivent estimer que ça ne doit pas les concerner. Ben voilà, parce qu'effectivement, il n'y a pas de prévention générale, donc des populations en général. Maintenant, on fait de la prévention vraiment ciblés. Et là, la vraie problématique, c'est qu'ils ne se sentent ni gays, donc ils ne se sentent pas dans la prévention à destination des homosexuels. Ils ne se sentent pas non plus dans la prévention hétérosexuelle, puisque du coup, ils ont des rapports homosexuels à certains moments. Ils n'ont accès à rien au final, et du coup, ils vivent cela dans la clandestinité. Et c'est bien pour ça qu'on trouve beaucoup de personnes séropositives sur ces lieux de rencontres extérieures qui, je le rappelle, ont besoin quand même d'exister. Alors avant de poursuivre cet entretien, je voudrais juste rappeler deux chiffres d'ailleurs. En 2011, 150 000 personnes environ vivaient avec le virus et 30 000 tout de même ignoraient cette infection et porteurs de cette infection, donc c'est quand même très important. Oui, et l'idée c'est vraiment de trouver ces 30 000 personnes à des endroits qui sont clairement, qu'il faut cibler. Nous, on est un peu des snipers dans la lutte contre le sida, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens là où on pense qu'ils sont séropositifs. C'est pour ça aussi. On a vu d'ailleurs quelques images en début d'entretien où il y avait dans ce lieu de rencontre dite sexuelle qui se trouve pas très loin d'ici, à Saint-Quentin, pas très loin de Saint-Quentin. Mais il y en a sur Saint-Quentin en Yvelines aussi. Alors on n'intervient pas avec le camping-car et on conseille effectivement aux gens d'aller plutôt sur le lieu qu'on voit donc à l'écran, de manière à ce que nous on puisse donc faire de la prévention de manière beaucoup plus importante que si on allait au cœur de Saint-Quentin, dans des bosquets, dans des forêts, etc. Là où on sait qu'il y a de la consommation. Et c'est difficile de les aborder, ces populations dites invisibles, quand vous arrivez comme ça avec le camion de HF Prévention, vous arrivez sur des lieux de drague, est-ce que c'est compliqué ou petit à petit le dialogue s'instaure? Alors nous on fait ça depuis 8 ans quand même en Île-de-France-Ouest, donc effectivement on est reconnu pour ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est jamais facile de le faire, mais on a développé une méthodologie, dans la méthodologie d'aller vers, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui se contentent d'être derrière un stand, c'est très bien, des gens bien qui font ça. Nous on est plutôt dans la notion de dire le camping-car c'est un point stratégique de ralliement, cependant on a nos animateurs de prévention qui vont avec les sacs à dos directement au contact du public dans une notion d'aller vers, donc on va au contact des populations les plus à risque.
Alors là, on vous voit justement, c'était ce matin au contact des populations, vous étiez devant le parvis de la mairie du 4e arrondissement à Paris, donc justement pour... Oui, avec monsieur le maire Christophe Girard, oui, qui nous a fait le plaisir d'ailleurs de nous prêter la salle des mariages d'ailleurs de la mairie de Paris, enfin de la mairie du 4e. L'idée, c'était effectivement de dire, voilà, le Marais, il y a beaucoup de prévention qui y est faite, et nous, effectivement, en grande banlieue, on souffre du fait que les pouvoirs publics, souvent, que ce soit l'ARS, les ministères ou autres, ont tendance à croire que tous les gays sont dans le milieu gay. C'est faux. Tous les gays ne sont pas dans le Marais. Effectivement, quand on fait de la prévention dans le Marais, il faut imaginer qu'il y a tout un tas d'autres gens qui sont gays et qui n'ont accès à rien en termes de prévention. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est d'aller là où les autres ne sont pas. Tout comme nous, on est peut-être l'une des rares associations à dire depuis des années, mais le ministère commence à l'entendre, que tous les migrants ne sont pas en foyer migrant. 5% des migrants sont en foyer migrant. Donc il est grand temps de faire de la prévention et du dépistage aussi au cœur des cités, avec effectivement des unités mobiles. Alors à l'occasion de cette conférence de presse, il y avait le professeur Alain Sobel, vous en avez parlé, il soigne depuis 1985 des personnes qui souffrent du VIH et il évoque justement cette épidémie cachée. On écoute le professeur Sobel. Ce sont effectivement les gens dont je viens de parler qui ne se savent pas séropositifs, qui n'ont pas accédé au dépistage pour quelque raison que ce soit, des raisons personnelles, des raisons où, par exemple, où ils n'assument pas la prise de risque, ce qui est le cas quand quelqu'un se vit hétérosexuel, prend des risques avec des relations homosexuelles clandestines, il ne va pas accéder au dépistage parce qu'il n'a pas du tout l'impression de prendre des risques. Et parmi ces personnes, il y a des séropositifs que l'on pourrait traiter et ainsi les rendre beaucoup moins dangereux pour les autres personnes avec lesquelles ils ont des pratiques sexuelles, là encore souvent très clandestines. Donc la clandestinité est un obstacle considérable aux soins de maladies transmissibles. C'est beaucoup plus simple de fonctionner avec des personnes qui assument leur sexualité, quelle qu'elle soit, qu'avec des personnes qui se cachent. Et on le voit bien dans les pays totalitaires où il y a une stigmatisation de l'homosexualité, par exemple, ou même une stigmatisation de toute la sexualité. Il est très difficile dans ces pays-là de lutter contre des maladies transmissibles parce que, par définition, on n'existe pas. Voilà, donc on comprend bien que ce sont des populations qui sont difficiles à appréhender, à aller vers elles. Et on a vu aussi le camion de prévention, de HF Prévention qui circule dans ces lieux. Vous organisez des tests minutes. Est-ce que ces tests minutes, qui sont du coup complètement anonymes, sont la solution? Alors, juste avant, je rappelle quand même, on appelle ça, nous, des tests minutes. Oui, d'ailleurs, on a un slogan qui s'appelle « Une minute pour savoir », mais on a des bonnes langues en ce moment sur 50 ans en Yvelines qui ont tendance à dénigrer nos actions. Donc, je le rappelle, c'est 1 minute. Le test donc se fait en 1 minute, mais effectivement, on a des gens qui pensent qu'on fait aussi des entretiens en 1 minute. Je rappelle au pouvoir public que non. HF Prévention fait bien son travail. Test minute pour dire que c'est quand même très rapide. Non, mais bien entendu. Mais en ce moment, on est en train de souffrir d'un dénigrement qui est assez colossal. Et effectivement, donc, on rappelle aussi qu'on a donc les entretiens qui sont faits, qui sont bien faits. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de Saint-Quentin ont pu en bénéficier, ne serait-ce que récemment à Espace Saint-Quentin. Et à l'université également. À l'université également. Alors, je reviens sur ces tests minutes, parce que du coup, est-ce que c'est la solution pour ces populations dites invisibles? Parce que c'est pas facile pour un père de famille d'aller dans un centre, dans un laboratoire d'analyse, ou aller voir son médecin traitant en disant j'aimerais bien me faire dépister du sida. On se doute que c'est quand même pas simple. D'en parler à son époux, c'est encore moins simple. Alors pour eux, c'est en fait super simple, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas. Oui. Ils ne le feront pas, tout simplement parce que déjà ils ont du mal à ramener les préservatifs qu'on leur donne chez eux. Souvent, les préservatifs finissent dans la roue de secours de la voiture. Là, les tests, s'ils n'étaient pas minutes, si ce n'étaient pas des tests avec résultats immédiats, ils ne viendraient pas se faire dépister pour la bonne et simple raison que il n'y aurait pas de possibilité pour eux de dire tiens, je reviens dans une semaine à tel endroit. Ils n'en savent rien. Ils viennent clandestinement sur ces lieux de rencontre. Donc, on est obligé d'avoir une réponse ultra immédiate et l'analyse que vous faites est bonne. Effectivement, c'est des gens qui n'iraient pas au dépistage. Mais là, ça veut dire depuis combien de temps vous mettez en place ces tests minutes? Alors là, ça fait 1 an. 1 an. Donc, et le résultat, il est, le bilan, vous diriez, il est assez il est à 2,34 de personnes de découverte de séropositivité sur le 78 et le 95, donc les deux mélangés, en sachant qu'un centre de dépistage anonyme et gratuit est à 0,2%. Alors voilà, Aide fait du dépistage dans le milieu gay, c'est 1%, et donc nous, 2,34%, en sachant quand même une
chose, c'est qu'effectivement, on va nous cibler vraiment les populations à risque. Donc oui, effectivement, un centre de dépistage ne fait que 0,2, mais parce qu'ils prennent du tout venant, nous, on est vraiment des snipers de la lutte contre le sida. Oui, parce que vous allez au-devant de ces populations dites à risque. Est-ce que vous avez justement l'impression qu'il y a un sentiment d'une augmentation de la prise de risque? Oui. Parce que finalement, on se dit, bon, le sida, même si j'ai le virus, je vais prendre des comprimés, hein, ça se soigne comme on soigne une grippe, et ben, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Non, et une grippe, à la limite, c'est plus sympa. Je crois, ouais, c'est plus sympa. Vous avez d'ailleurs souvent reçu des gens qui étaient effectivement séropositifs. Clairement, on a une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, officiellement, nous ne mourrons plus du sida et on peut prolonger sa durée de vie, sa durabilité, grâce à des trithérapies qui fonctionnent d'ailleurs plutôt bien parce qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs des comprimés qui sont combinés où en une gélule, on a la trithérapie complète, une gélule, une prise. Et donc, effectivement, on a des laboratoires qui créent ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le virus s'est banalisé? Et le virus s'est banalisé. On a des jeunes qui ont de moins en moins d'informations sur les IST, le VIH. On se rend bien compte que c'est une maladie qui ne fait plus peur. Et pourtant, on a quand même 6 à 7 000 cas de nouvelles contaminations tous les ans. Beaucoup de jeunes homosexuels. Ça se vérifie aussi par le fait de la stigmatisation qui est faite. Plus les populations sont montrées du doigt, plus les populations sont à risque. Mais moi, j'aime bien rappeler aussi que 40% des cas de nouvelles contaminations sont homosexuels, mais 60% des cas sont hétérosexuels. Il serait grand temps qu'on fasse quelque chose pour nos hétérosexuels. Alors justement, sur cette augmentation de prise de risque, on va à nouveau écouter le professeur Alain Sobel, qui évidemment va dans votre sens. On l'écoute. Je pense qu'il y a plus de prise de risque qu'à une certaine période. Si vous voulez, le sida maladie était une hantise dans les années, je dirais, 90 à 95. L'apparition des traitements semble avoir banalisé cette maladie. Heureusement d'ailleurs. C'est formidable comme résultat, mais la banalisation, c'est aussi accompagné d'une moins grande vigilance dans les prises de risque et de plus de comportements transgressifs qu'il n'y avait avant. Allez, je voudrais citer encore un autre chiffre. Décidément, on va dire que j'aime beaucoup les chiffres, mais bon, celui-là est quand même un peu terrifiant. Je trouve la France se situe au 2e rang des pays européens pour le nombre de nouveaux cas par an. Oui, 2e rang des pays européens. Oui, franchement, on aimerait bien se glorifier d'autre chose que de ce 2e rang. Hein. C'est juste une catastrophe. Ah oui. On ne le dit pas assez. On a l'impression que la prévention qui est faite au niveau du VIH est une bonne prévention. Nous, on continue à dire qu'on ne tape pas au bon endroit. Oui, effectivement, des gays, il y en a partout. Quand on va à l'université de Versailles-Saint-Quentin et qu'on découvre des jeunes gays qui ne peuvent pas assumer leur homosexualité et qui, en plus de ça, sont en prise de risque parce qu'ils n'ont pas accès à la prévention, ou quand on a des publics en situation de prostitution, on se demande pourquoi la France ne réagit pas plus que ça. Pour nos jeunes aussi. Et une dernière chose, on a parlé des camions, de la prévention, on a parlé des tests minutes. Je voudrais aussi un petit mot sur les autres outils de prévention à venir, sur Internet, smartphone. Oui. Alors nous, on a déjà démarré effectivement les smartphones. L'idée, c'est effectivement quand on est sur une zone où nous sommes présents, on géolocalise grâce à des applications smartphone. On géolocalise donc les gens et on leur propose de venir faire un test, de venir boire un café, de venir discuter tout simplement au camping-car. Ça marche plutôt bien, donc on aimerait aussi que les pouvoirs publics se penchent un peu sur la question parce que il y a des vraies nécessités. Puis les jeunes sont aussi beaucoup sur smartphone, donc c'est important. Mais financièrement, votre association, ça va ou Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, avec oui 20% en moins minimum au niveau de l'Agence régionale de santé, non, ça ne va plus. C'est aussi pour ça qu'on médiatise beaucoup nos actions, parce qu'on se rend compte qu'il y a un désengagement de l'État. Je rappelle quand même que nos actions sont censées être des actions prioritaires, puisqu'on fait partie du plan national de lutte contre le VIH, donc qui va jusqu'en 2014. Les associations de lutte contre le sida craignent qu'il n'y ait plus de plan de lutte contre le sida, et c'est bien parti pour. En tous les cas, nous, on aura une mobilisation très clairement vis-à-vis de ça. Et non, effectivement, ce n'est pas un problème de baisse de financement suite à la crise, c'est vraiment visiblement une volonté de considérer les associations comme étant des prestataires de services. Je ne me sens pas prestataire de services de qui que ce soit. Et nous, en tout cas, on considère qu'on fait un boulot qui, aujourd'hui, n'est pas assumé par les pouvoirs publics. Donc oui, effectivement, on trouve que ce n'est pas normal. Voilà, c'était l'appel lancé par Jérôme André à l'encontre des pouvoirs publics. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 7-8.